Pour n'importe quel musicien, la scène, c'est à la fois un rêve et un peu un champ de bataille. Un bon concert, ça tient souvent à un truc tout bête, bien s'entendre jouer. Mais voilà, entre les retours de scène traditionnels, vous savez les wedges, qui sont souvent une galère à régler, et les volumes sonores qui partent dans tous les sens, l'expérience peut vite tourner au cauchemar. Aujourd'hui, on va décortiquer une solution qui est en train de tout changer, les moniteurs intra-auriculaires ou in-ears. On commence par le problème numéro 1, le grand classique. La voix, qui est si fragile, se retrouve complètement noyée sous un mur de guitare et de batterie. Du coup, on force, on se fatigue la voix, et au final, c'est toute la performance qui en prend un coup. Ah, la fameuse guerre du volume, ça parle à beaucoup de monde. Chacun monte son ampli pour essayer de s'entendre, et ça crée une espèce de bouillie sonore complètement assourdissante et super dangereuse pour l'audition. Au final, personne n'y gagne, ni les musiciens sur scène, ni le public. C'est aussi ça le problème. Un soir, le son est nickel, et le lendemain, c'est le chaos total. Quand on dépend du système de son de chaque salle, c'est un peu comme jouer à la loterie. Et ce manque de cohérence pour un musicien qui tourne, c'est vraiment l'ennemi juré. Alors, comment on fait pour reprendre le contrôle? On va voir ça en 5 étapes. On va commencer par bien cerner le problème du son sur scène, puis on explorera ce que les in-ears impliquent comme compromis. Ensuite, on verra les premières décisions à prendre, comment construire un système autonome, et enfin, l'art de se créer le mix parfait. On attaque donc la première partie, le problème du son sur scène. Le vrai défi avec les retours classiques, c'est leur complexité. Il faut les transporter, les installer, et le réglage final dépend beaucoup trop de l'acoustique de la salle et de l'ingé son qui est là ce soir. Deuxième partie, les in-ears, c'est l'alternative moderne, c'est clair. Mais attention, ce n'est pas non plus une solution miracle qui règle tout d'un coup de baguette magique. C'est un compromis en fait. C'est une toute nouvelle philosophie d'écoute et il faut bien la comprendre. En fait, le choix se résume à un arbitrage assez clair. D'un côté, les avantages. Une isolation sonore qui protège super bien l'audition, un contrôle total sur son propre volume, et surtout un mix qui reste constant soir après soir. Fini les mauvaises surprises. De l'autre côté, les inconvénients. On perd la sensation physique des basses, ce punch dans le ventre. Et puis, il y a ce sentiment d'isolement qui peut s'installer, comme si on était dans une bulle. C'est un point super important, surtout pour les chanteurs qui ont besoin de sentir la salle. Bon, si le concept séduit, parfait. La première étape, c'est de faire des choix qui vont vraiment définir tout le système. Et la grande question de départ, c'est filaire ou sans fil. Alors le filaire, c'est une option vraiment intéressante et qu'on a tendance à sous-estimer. C'est beaucoup moins cher et bien plus simple à mettre en place. Pas de prise de tête avec les fréquences radio. C'est juste parfait pour les musiciens qui ne bougent pas trop, comme les batteurs ou les claviéristes. Le sans fil, lui, c'est la liberté de mouvement totale évidemment, mais ça coûte plus cher et ça demande une gestion assez rigoureuse des fréquences pour être sûr de ne pas avoir d'interférence. Et là, attention, c'est peut-être le conseil le plus important de toute cette présentation. On ne le répétera jamais assez, il ne faut jamais, au grand jamais, utiliser une seule oreillette pour garder une oreille sur l'ambiance. En faisant ça, on est obligé de monter le volume à un niveau hyper dangereux pour couvrir le son de la scène. Et ça, c'est la garantie de s'abîmer l'audition de façon permanente. C'est très simple, les in-ears, c'est soit les 2 oreilles, soit rien du tout. Ok, maintenant passons au niveau supérieur. Pour avoir une cohérence absolue, soir après soir, la solution ultime, c'est de construire son propre système autonome. Un système qui ne dépend absolument pas de l'équipement de la salle. L'idée, c'est assez simple. Avoir un rack, souvent sur roulette, qui contient tout le nécessaire. La console de mixage, les émetteurs, tout le câblage. On arrive, on branche 3 câbles, et hop, c'est prêt. C'est vraiment le secret des groupes pros pour faire des balances ultra rapides et pour avoir un son de retour qui est toujours familier. C'est un gain de temps et de sérénité incroyable pour le groupe, mais aussi pour les techniciens sur place. Le fonctionnement est super ingénieux et ça se passe en 3 étapes. Tout commence avec les sources, donc les micros et les instruments. Ils sont branchés dans le splitter. C'est l'appareil clé qui va dupliquer chaque signal. Une copie part vers la console de la salle pour le public et l'autre part vers la console personnelle du groupe. Cette console, qui est le cerveau du système, c'est une petite console numérique en rack. Et c'est elle qui permet à chaque musicien de se faire son propre mix de manière totalement autonome. Bon, avoir le bon matos, c'est une chose, mais savoir bien l'utiliser, c'en est une autre. On va donc voir maintenant l'art de se créer un mix qui soit non seulement clair et agréable, mais aussi et surtout sûr et inspirant pour jouer. Voici quelques règles d'or à garder en tête. D'abord, la sécurité. Il faut toujours activer le limiteur pour se protéger des pics de volume qui peuvent être dévastateurs. Ensuite, la stéréo. Si c'est possible, ça offre une clarté et un espace bien meilleurs que le mono. La simplicité, c'est la clé. Le mix ne doit contenir que ce qui est absolument nécessaire pour jouer.
Une petite compression sur les autres instruments peut aussi aider à garder son propre son bien audible. Pour ne pas se sentir isolé, on peut utiliser des micros d'ambiance pour capter la réaction du public. Et enfin, une petite pointe de réverbération, ça aide à lier tous les éléments ensemble pour un son plus naturel. Ce témoignage d'un musicien, il résume tout. Au-delà de l'aspect technique, le résultat est artistique. Les in-ears, ça permet de retrouver les nuances, la finesse de son jeu, bref, de vraiment faire de la musique plutôt que de se battre contre le son. C'est une vraie transformation de l'expérience sur scène. Le point crucial à retenir, c'est donc celui-ci. Un système d'in-ears autonome, ça offre le luxe de la cohérence. C'est la certitude d'arriver sur n'importe quelle scène, n'importe où, avec le même environnement sonore familier. Et ça permet de se concentrer sur une seule chose, la performance. Et on termine avec une question pour réfléchir un peu. On voit de plus en plus de groupes qui adoptent les in-ears, les simulateurs d'ampli, ce qui rend les scènes de plus en plus silencieuses. Alors, est-ce que cette maîtrise totale du son, cette perfection technique, c'est l'avenir de l'authenticité sur scène, ou est-ce qu'on ne risque pas de perdre un peu de la folie et de l'énergie brute du bon vieux rock'n'roll? La question reste ouverte.